I'm back. Salut à tous, je suis Spyro le Dragon. Quand nostalgie rime avec merdique, vous êtes sur ma petite chronique. Alors, parfois on teste des consoles de merde dans cette rubrique, et c'est pour ça que je dis merdique. Parfois on teste des consoles anciennes, ou alors en tout cas qui jouent sur l'aspect rétro ou nostalgique. C'est pour ça que je dis que c'est nostalgique. Et puis parfois on teste un produit, je sais pas trop dans quelle case le faire rentrer, alors c'est pour ça qu'aujourd'hui vous voyez le logo hors série, mais ce n'est pas exactement, enfin, le mieux c'est que je vous dise tout de suite qu'est-ce qu'on va tester. Aujourd'hui c'est une spéciale Android, en plus du laptop Modi que nous allons terminer aujourd'hui, je vais vous montrer la JXD, non pardon, oui c'est comme ça, la JXD S5110, c'est parti. Oui, alors évidemment, vous constatez que le décor de fond a légèrement changé. Il faut que je vous explique pourquoi. Bah, mon gamin a pris le 4 pattes, voyez-vous, donc il a bien fallu que je lui réserve un espace de jeu décent. Et comme en ce moment, bah, je suis toujours entre deux adresses et que j'ai pas beaucoup de place, et bah, la pièce qui me sert à faire mes tournages me sert aussi à le faire un petit peu gambader. Donc faites abstraction un petit peu des couleurs criardes que vous voyez autour de vous, dites-vous que c'est un nouveau style, même si, je vous rassure, c'est pas le style définitif. Donc, qu'est-ce que c'est que la JXD S5110 ? Eh bien, c'est une console de jeu qui fonctionne sous Android. Alors, à moins d'avoir vécu sur la planète Mars pendant les 5 dernières années, vous connaissez forcément Android, c'est le système d'exploitation mobile le plus répandu sur la planète. Il est partout. Bien sûr, au départ, il était réservé aux smartphones, c'est-à-dire aux téléphones à interface tactile, et puis aujourd'hui, on le trouve dans des tablettes, dans des baladeurs, et donc maintenant dans des consoles de jeux. Donc un petit mot sur l'emballage d'abord. Voilà, alors clairement, vous le voyez tout de suite, JXD a fait le choix assez pertinent, d'ailleurs je dois dire, de mettre l'accent sur le fait que cette console fonctionne sous Android justement. On a le fameux petit robot vert qui s'appelle Bugdroid, pour ceux qui ne le savaient pas encore. Le gros logo Android, c'est le logo officiel, il n'a pas été altéré d'aucune manière. Un dégradé vert qui rappelle bien sûr les couleurs du système, et puis juste un dénominatif tout simple, console de jeu Android 5 pouces. Le logo JXD qui fait un petit peu penser à celui de JVC. Alors est-ce que c'est fait exprès ? Pense pas, hein, je pense pas, parce que bon, JVC c'est pas vraiment une marque. Bon, je dis pas que c'est pas une marque connue, hein, mais est-ce que c'est une marque qu'on aurait forcément envie de copier, en particulier pour une console ? Je veux dire, on aurait plutôt tendance à essayer de copier Nintendo ou Microsoft ou éventuellement Sony. Mais pourquoi JVC qui n'a, à moins que je ne me trompe, jamais fait de console ? Donc le produit, encore une fois, c'est souvent le cas, vous le savez maintenant que les produits chinois n'ont pas de nom, c'est juste une référence, S5110. Bon, après, JXD est très très prolifique en console de jeux Android, donc je pense que s'ils devaient leur trouver un nom à toutes, ils auraient pas mal de difficultés, donc ils se sont pas cassés les pieds, et vous allez voir que leur raccourci ne s'arrête pas là. Sur le dessus de l'emballage, on a des informations sur les éléments techniques. C'est un Cortex A9, c'est un processeur à 1 GHz, même s'il a été downclocké à 800 MHz pour cette console, j'imagine, pour que l'autonomie soit décente. On a un écran 5 pouces HD, alors c'est pas tout à fait vrai, hein, c'est du 800 par 480, qui est multitouch. Alors c'est intéressant parce qu'il est multitouch, néanmoins cet écran il est aussi résistif. Donc vous allez voir les avantages et les inconvénients que ça peut avoir. Wi-Fi, y compris Wi-Fi N, ça c'est plutôt une bonne surprise, c'est inattendu. Donc Android, c'est du 4.0.3, donc du Ice Cream Sandwich, ça aussi c'est plutôt inattendu, je m'attendais à avoir du vieux gingerbread. La console peut soi-disant, je sais même pas si je vais essayer de tester, parce que à vrai dire ça n'a aucun intérêt sur un écran 480 de haut, mais apparemment on peut lire des vidéos en 1080p. Et puis il y a une sortie HDMI qui elle aussi sort du 1080p. Là effectivement ça permettrait, si c'est vrai et que ça fonctionne, de lire des vidéos sur un téléviseur HD en HD. C'est plutôt pas mal. Bon, sur les côtés, je passe rapidement. On nous répète un petit peu ce qu'on avait sur les icônes du dessus. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que ça supporte énormément de formats vidéo, audio, photo, e-book. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que clairement, c'est marqué textuellement Nintendo 64, GBA, Sega Mega Drive, etc. Donc vous l'avez compris, la grande force
de ces consoles Android, c'est que sur Android, il y a énormément d'émulateurs. Donc c'est clairement là-dessus que ça va jouer. C'est pour ça qu'il y a une petite valeur nostalgique sur ce produit. Et ce n'est pas la seule, il y a aussi la console en elle-même, puisque regardez, hop, voilà à quoi ressemble la console. Donc ça c'est une photo de la version blanche, mais à l'intérieur il y a la noire. Je sais pas pourquoi c'est comme ça, enfin bon bref, pourquoi pas. C'est juste purement et simplement une PSP, hein. La croix directionnelle est exactement la même que sur PSP, le stick est analogique, qui d'ailleurs sert à rien, on va y revenir tout à l'heure. Les boutons, c'est les boutons PlayStation, croix carré ronde, triangle. Ici il y a les boutons d'interface Android, c'est-à-dire retour en arrière et menu. On a un bouton Select, un bouton Start, donc vraiment c'est une PSP en un peu plus grand quand même, hein. J'ai pas de PSP sous la main, mais j'ai une Vita, donc tout à l'heure on va pouvoir comparer un petit peu les tailles. 5 pouces, si je ne dis pas de bêtises, c'est un poil plus grand que ce que propose la Vita, justement. Sur le dernier côté de la boîte qu'on n'a pas encore regardé, il y a à nouveau le logo JXD, c'est marqué Hong Kong JXD Corp, alors que pourtant ils sont pas basés à Hong Kong, mais à Shenzhen, c'est-à-dire juste à côté, mais de l'autre côté de la frontière quand même, c'est-à-dire en Chine. Parce que même si Hong Kong est désormais chinois, il y a toujours une frontière, et c'est, vous savez, la fameuse phrase qu'ont eu les dirigeants chinois récemment, là, un pays, deux systèmes. Mais en réalité, je dirais plutôt que c'est deux pays et un système et demi, puisqu'il y a toujours une frontière avec des douaniers et tout, qui d'ailleurs passent la plupart de leur temps à essayer de stopper les invasions de contrefaçon, tant bien que mal. Évidemment, ils en arrêtent une et il y en a 1000 qui passent. C'est une console qui contient 4 Go en interne, c'est pas mal. Il y a une version 8 Go aussi, mais je ne l'ai jamais trouvée. Donc, puis de toute façon, a priori, 4 Go ça suffira, puisqu'on peut aussi mettre des cartes mémoire jusqu'à 32 Go. C'est d'ailleurs ce que je vais faire pour la vidéo. Les icônes, je passe dessus, on les a déjà vues des millions de fois. Il y a juste celle du recyclage européen qui est un peu bizarre. On dirait qu'il manque une des deux flèches, je sais pas ce qui s'est passé. Ou alors c'est parce qu'elle est blanc sur fond blanc, ça doit être ça plutôt. Voilà. Donc voilà, je crois que maintenant on va ouvrir l'emballage et découvrir un petit peu ce qui se cache là-dedans. Allons-y, c'est parti. Ok, alors l'emballage s'ouvre sans aucune difficulté, on est loin des blisters rigides très chiants qui s'ouvrent au ciseau, mais c'est pas forcément un compliment parce que le carton est vraiment très cheap, hein. D'ailleurs je sais pas si vous l'aviez remarqué tout à l'heure, mais la console est arrivée comme ça avec un coin corné, pourtant c'était très bien emballé. D'ailleurs point positif, petite pub au passage pour le site qui m'a vendu ce truc là, Willgoo, parce qu'ils ont été sympas. Moi j'avais commandé la version blanche, ils m'ont dit on n'a plus que des noirs, mais si vous voulez je vous fais les frais de port offerts. Et il me les a offerts alors que pourtant j'ai commandé ça en DHL, donc j'ai fait presque 15 € d'économie. Au total, frais de port inclus, j'ai payé ce truc là 75 €, ce qui est quand même assez cher par rapport aux produits qu'on teste d'habitude, mais je pense que le produit devrait quand même être un cran nettement au-dessus de ce qu'on a pu voir jusqu'à présent. Alors, on a une notice, qui est bien sûr en anglais. Enfin, elle aurait pu être en chinois, on va pas trop se plaindre. Donc c'est papier glacé, monochrome, on nous explique un petit peu les différents organes de la console, rien de bien extraordinaire. Par contre, chose intéressante, on nous explique aussi comment fonctionne Android Ice Cream Sandwich. Et ça c'est quelque chose qu'on ne trouve pas en général dans les smartphones haut de gamme. Voilà, on estime que les gens doivent savoir comment fonctionne Android, alors que c'est pas forcément évident pour tout le monde, quoi, hein. Là au moins on nous donne des petites explications, je suis assez agréablement surpris, on nous explique même comment lire une vidéo, de la musique, des photos, etc. C'est assez complet. On nous parle même du surf sur internet et des paramètres les différents réglages d'Android, donc ça c'est vraiment une bonne chose, un point positif, bravo JXD, merci les gars. Et puis alors, tout à la fin de la notice, on nous dit ce qu'il va y avoir dans le carton. Bon, c'est un peu tard, puisqu'en général, le carton, on l'a déjà ouvert, mais enfin bon. On a le manuel que je tiens entre mes mains, donc un câble USB et un casque stéréo. C'est vraiment le minimum, hein, mais comme la console se recharge a priori par le port USB, ça devrait suffire. Une extension hongkongaise pour le site, donc vraiment JXD revendique son appartenance à Hong Kong, encore une fois. Bon, c'est un peu normal, hein, ça fait un peu plus glamour que la Chine. Pourtant, franchement, je trouve que ce produit devrait assumer son appartenance au Made in China, parce que, pour une fois, c'est du Made in China de très bonne qualité, vous allez pouvoir le constater quand on regardera la console tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre dans la boîte ? Je le prends comme ça vient. On a un adaptateur secteur, donc ça, c'est une bonne surprise, parce qu'il n'était pas indiqué dans la notice. Donc là, évidemment... Videojet et autres fabricants en prennent un petit peu pour leur grade. Franchement, ça coûte combien à fabriquer un truc comme ça en Chine ? 30 ou 40 centimes à peine.
Donc c'est vraiment pas très gentil de pas les mettre dans les emballages des consoles, quoi. Faites un petit effort les mecs quand même. Vous voyez, les Chinois, eux, ils le mettent, l'adaptateur. Si vous l'enlevez pour ensuite le vendre séparément, c'est vraiment pas cool, quoi. Alors on a encore un sac plastique, qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'est encore une bonne surprise, c'est un câble OTG, c'est-à-dire un câble qui transforme le mini USB de la console en une prise USB standard. Comme ça, vous pouvez brancher des disques durs ou des clés USB et étendre encore davantage la mémoire de la console. Ou vous pouvez même carrément brancher une manette de jeu, puisqu'a priori, pas mal de manettes sont prises en charge par la console. En tout cas, c'est ce que disait le site web qui m'a vendu ce truc-là. On a le fameux casque stéréo qui est emballé dans un sorte de... Ça fait un peu penser à l'emballage d'un très très grand préservatif pour, j'imagine, une star du X à la mode. Et puis alors, petit clin d'œil amusant, il est inscrit ici avec des fautes de typographie, puisqu'il manque un espace ici. Pardon. Et il y en a un de trop là. Méfiez-vous des imitations. C'est assez rigolo quand une console imite sans aucune vergogne la PSP de dire méfiez-vous des imitations. Enfin bref, c'est un casque stéréo. Alors, je ne veux pas l'ouvrir, il est scellé, je vais le laisser comme ça. On ne sait jamais si un jour je vais revendre ce truc ou en faire don à une assos. On voit bien qu'il y a un casque stéréo à l'intérieur. On voit bien que c'est un casque encore plus pourri que ceux qui venaient avec les premières générations de iPod ou même d'iPhone d'ailleurs. Hein. Alors désolé, ce sera un casque rond a priori. Hein. Je sais bien qu'une oreille c'est pas rond, apparemment Apple a mis 6 ans à le découvrir. Eux, manifestement chez JXD, n'en ont pas encore pris conscience. Bon bah voilà, je crois qu'on a tout vu. Hop, on va se débarrasser de tout ce merdier et regarder la console en elle-même qui est emballée dans ce joli petit sachet en polystyrène expansé. Waouh! Oh, regardez, on me voit. Youhou! Ah oui, alors petit oubli de ma part, pour ceux qui se disent « Eh, mais où est passé le câble USB ?» Il est bien dans la boîte, hein. Je l'avais pas vu, il était un petit peu coincé dans le fond. Bon, bah c'est un câble tout à fait standard, hein, un mini USB. Qualité pas trop mal, le câble a une certaine rigidité, une certaine résistance. Donc encore une fois une bonne surprise. Décidément ce produit n'a a priori que des bonnes surprises. Que va-t-on découvrir en se penchant un peu plus sur la console? Bien, alors chose promise, chose due, je vais commencer par vous montrer un petit peu ce que donne cette console comparée à une Vita. Attention. Bon bah comme vous pouvez le constater, les deux consoles sont presque de la même taille. À vrai dire même la JXD est un tout petit peu plus grande. On va les mettre côte à côte. Elle a presque 2 cm de plus en largeur. En épaisseur par contre, globalement elle est plus fine, plus mince que la Vita, mais bon la Vita aussi, il faut le dire, d'abord a son petit pavé tactile à l'arrière là, et surtout embarque quand même nettement plus de technologie que celle-ci. Voilà, bon, donc passons. Alors, juste un petit truc quand même, quand j'ai posé la question à ma femme de savoir quelle console elle trouvait la plus jolie entre la Vita et celle-ci, elle m'a répondu celle-ci parce qu'il y a du chrome, des petites choses qui brillent que la Vita n'a pas. Mais c'est vrai que franchement, la finition de cette console est vraiment, vraiment excellente. Le plastique est de super bonne qualité, c'est un noir Cosmo, c'est-à-dire incrusté de petites paillettes, très discrètes, mais qui font leur petit effet quand même. Bon bah l'écran il fait bien ses 5 pouces, il est un tout petit peu plus grand que celui de la Vita, mais c'est vraiment minime, hein. On parle de 1, peut-être 2 mm, pas plus, hein. Sinon à part ça, dans la répartition des touches, c'est une PSP, hein, clairement, hein. On a donc une croix directionnelle qui est de qualité assez moyenne parce qu'elle est coupée en deux. Donc si vous regardez attentivement, si la caméra fait le point, voilà, quand je déplace en fait un des boutons, on se rend bien compte que cette partie-là ne bouge pas du tout. En fait, c'est parce que cette partie-ci et cette partie-là sont dissociées, il y a une section, c'est coupé à cet endroit-là. C'est dommage parce que la croix directionnelle, elle n'était pas désagréable, elle a un toucher plutôt doux. Je sais pas, quand on appuie sur les boutons, c'est pas aussi naturel qu'une vraie croix directionnelle, mais enfin, c'est pas non plus dramatique, hein. On est quand même à des lieux de toutes ces croix directionnelles médiocres qu'on pouvait avoir sur des Technigames. Alors le stick analogique est une énorme déception, d'abord parce qu'il glisse tellement que c'est quasiment impossible de jouer avec, et puis surtout, quand j'appuie sur O,
Ici, c'est exactement comme si j'avais appuyé sur O là. En fait, ça n'est pas un contrôle dissocié. Ces deux choses-là font exactement la même chose. Vous ne pouvez pas, dans un émulateur, par exemple, dire que ça va contrôler la caméra et ça, le personnage. C'est impossible. Si vous affectez une touche pour O, la même touche sera automatiquement affectée pour le haut du stick. Ça, c'est vraiment très, très, très dommage. Ça va quasiment rendre impossible l'émulation de la Nintendo 64 ou de certains jeux PlayStation, par exemple, qui utilisaient le stick analogique. Bon, sinon, à part ça, ici, on a un bouton Select. De l'autre côté, on a un bouton Start. On a nos 4 boutons d'action style PSP, bien sûr. Triangle, croix, rond, carré. On a le bouton Retour, ça c'est pour Android. Et le bouton Menu, toujours pour Android également. Donc, a priori, tout ce qui est nécessaire à Android se trouve ici. Il n'y a pas de bouton d'accueil parce qu'on est sous Ice Cream Sandwich. Les boutons seront tactiles, vous allez voir. Donc, le bouton Start, bien sûr. 2 LED, une pour Power et une pour charge. Petite chose que je regrette, c'est que quand on met la console en veille, c'est-à-dire quand on appuie sur le bouton Power brièvement, le voyant reste allumé. J'aurais peut-être préféré qu'il clignote de manière intermittente ou quelque chose comme ça, parce que le fait qu'il reste tout le temps allumé, on se demande si on n'a pas juste un écran noir et que la console est toujours en mode actif, quoi. Il n'y a aucun moyen de distinguer le mode actif du mode veille. Bon. Android Player de marqué en dessous, c'est assez classe, j'aime bien. Le petit logo Bugdroid sur le devant fait son petit effet aussi. Sur le dessus, il y a pas mal de choses. Bon, on a bien sûr les boutons L et R, c'est des micro-switch, ils sont assez francs, mais c'est pas plus mal. On a donc un bouton Power, si tu voulais bien faire le point. Là, vas-tu y arriver? Oui. Pas évident, hein. Je suis désolé, je sais pas pourquoi ça... Ah voilà, donc là on a le bouton Power, ici on a un bouton Reset, il faudra appuyer avec la pointe d'un stylo, mais ça c'est pas plus mal, ça évitera d'appuyer dessus par erreur. Le trou pour brancher l'adaptateur secteur fourni, merci beaucoup. Ici on a la sortie casque, la prise USB qui permet donc de brancher la console à un PC ou de recharger la batterie, on peut la recharger par l'un de ces deux orifices, ça c'est vraiment bien vu de la part de JXD. La sortie analogique pour brancher à la télé et la sortie HDMI pour brancher à la télé. Et puis ces deux boutons-ci permettent bien entendu de régler le volume sonore. Voilà. Donc là pour le moment la console est totalement éteinte. Alors on va quand même faire un petit tour derrière. Ici vous pouvez voir un beau logo Android. Ça c'est classe, hein, même si évidemment ce rond fait énormément penser à la PSP. Le truc d'avoir mis le petit logo Android dans un thème floral assez classe, j'aime bien cette petite partie là de la console, je trouve que c'est fait avec bon goût. Alors par contre, comme sur la PSP, les traces de doigts sont tout de suite visibles, hein, sur ce noir brillant là. La console est stéréo, il y a une enceinte de chaque côté, ça fait plaisir aussi. On a une petite caméra, hein, donc 0,3 mégapixels. Je sais pas si y a vraiment un flash LED ou si c'est juste pour faire joli le truc en dessous là. Mais de toute façon, la caméra est de si mauvaise qualité que personne, j'imagine, ne s'en préoccupera. Et puis donc ici, comme l'indique l'icône, sur le dessous, on a la fente pour mettre la carte mémoire. Il n'y a rien d'autre sur le dessous de la console, hein, à part les références constructeurs ici. Et puis sur le côté droit, on a un petit switch. Décidément, c'est pas évident d'avoir le point. Voilà, on a un petit switch qui permet en fait de mettre la console en mode avion, c'est-à-dire de couper le Wi-Fi. Puisque c'est à peu près la seule chose, c'est à peu près les seules ondes que peuvent émettre cette console. Ça c'est quand même pratique parce que bon bah vous prenez l'avion ou vous allez dans un endroit où vous voulez pas vous connecter ou vous voulez économiser de la batterie tout simplement et couper le Wi-Fi, bah vous faites juste ça, tac, et voilà, vous avez plus de Wi-Fi, vous êtes tranquille. Très très bonne idée d'avoir mis ça. Même si bon c'est pas très compliqué d'aller couper le Wi-Fi dans Ice Cream Sandwich, mais c'est une petite attention que j'apprécie moi personnellement. Bien, bon bah je crois qu'il est temps d'allumer cette chose et de voir un petit peu ce qu'elle a dans le bide. Donc allons-y, c'est parti. Alors on va appuyer sur le bouton. Voilà, très bien. Donc normalement je l'ai un petit peu rechargé, pas à bloc, mais je l'ai un petit peu rechargé pour la vidéo, ça devrait suffire. On a notre petit Bugdroid. Alors au début, quand j'ai vu que ça clignotait comme ça, je me suis dit putain la console elle marche pas, elle me fait un boot loop. Mais en fait non, au bout de 2 ou 3 clignotements, on voit le logo Android apparaître. Ça va plus tarder maintenant. Voilà, et puis bon bah là c'est en train de charger, c'est en train de booter. Donc c'est bel et bien du Ice Cream Sandwich, hein, vous allez voir. Alors le temps de boot est en général un bon moyen aussi d'évaluer la puissance de la console. Là il est franchement honnête, hein. Je m'attendais à bien pire. Vous allez voir que cette console est plein de ressources et j'ai vraiment moi personnellement été agréablement surpris. Alors là on est en mode portrait, ce serait bien voilà, de me mettre en paysage. Donc vous voyez déjà vous pouvez constater qu'il y a un accéléromètre. Hop.
Donc ça c'est plutôt déjà une bonne chose. Alors, on peut déverrouiller vers l'appareil photo, ça c'est du Ice Cream Sandwich typique, ou déverrouiller tout court. Et là on arrive sur l'écran d'accueil qu'a choisi donc de nous mettre JXD. La bonne nouvelle c'est qu'il n'y a quasiment aucune surcouche, à part les applications préinstallées, c'est pour très peu de choses, du pur Android. Hein. Donc l'écran est assez sensible, pour du résistif c'est vraiment pas mal. J'appuie à peine, hein, vous voyez, hein, je pense que ça se voit. Et l'interface est, ma foi, assez fluide aussi. Hein. Alors, il est vrai que pour le moment, il n'y a pas encore beaucoup de choses sur les écrans. On va peut-être la charger un petit peu plus pour la malmener. Vous pouvez voir que, alors il n'est pas du tout 8h39, hein, je ne sais pas pourquoi ça s'affiche. Là, il est presque 14h. Bon, c'est pas grave, à vrai dire, j'ai pas réglé encore l'heure. Hein, et donc, a priori, elle ne se met pas automatiquement à l'heure via le Wi-Fi. Le Wi-Fi, lui, je l'ai connecté à ma Freebox. Hein, donc, et là il reste 67% de batterie. Alors par contre la date est correcte. Voilà, donc l'autonomie m'a pas l'air extraordinaire, hein. Je dirais que ça oscille entre 3 et 5 heures selon que le Wi-Fi est activé ou pas, selon la luminosité de l'écran. Alors on peut aller faire un tour dans les paramètres avant de commencer à regarder. Oui, bah là la luminosité de l'écran elle est à la moitié, la rotation de l'écran est activée, les notifications aussi. Donc bon là on est dans une configuration relativement classique pour une tablette ou un smartphone Android. Donc on a les petites interfaces de base Ice Cream Sandwich, c'est-à-dire le bouton retour, donc qui est un peu un doublon avec celui-là, mais bon c'est toujours pratique d'en avoir un deuxième parfois. Ici on a le bouton d'accueil, donc c'est l'équivalent un petit peu du bouton hard qu'on a sous les iPhones, ça vous ramène à cette page-là. Et puis ici vous avez le multitâche, c'est-à-dire que quand vous appuyez ici vous pouvez voir les programmes qui sont actuellement ouverts. Pour le moment il n'y en a pas puisqu'on vient de booter hein, et qu'on n'a encore rien lancé. Donc on va faire les écrans dans l'ordre. Sur le premier écran il n'y a rien, c'est vide. Sur le deuxième il y a le widget pour activer ou désactiver les fonctions de la console. Donc ici le Wi-Fi, la localisation géographique, la synchronisation et la luminosité de l'écran. Ici, on a le lecteur audio standard Android, le lecteur vidéo standard Android, l'appareil photo standard Android, le HDMI pour passer en fait ce qu'on voit sur l'écran sur la sortie ici, et la calculette standard Android. Ce que je vais faire pour que vous puissiez juger un petit peu de la qualité de l'appareil photo, je vais prendre un élément en photo et ensuite je l'intégrerai dans la vidéo pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Allons-y. Par contre, je vais pas m'amuser à filmer avec, parce que ça sera de toute façon... Alors, je vais prendre le panier de basket que mon beau-frère a acheté à mon gamin, et d'ailleurs, j'en profite pour de nouveau, une fois de plus, le remercier, parce que c'est un super jouet. Hop, on va faire une petite photo. Voilà, on verra bien ce que ça donne. Je vous la montrerai dans la vidéo. Ok, donc on va revenir à l'accueil, maison. Hop, voilà. Page suivante, donc c'est la page principale. Ce sont essentiellement des jeux. On a Angry Birds Rio, qui est un freeware, donc il n'y a pas de problème. Par contre, Fruit Ninja, Cut the Rope, Air Attack HD, tout ça, ce sont des jeux payants. Donc a priori, ils ont été intégrés ici en toute illégalité. Encore que, pas exactement, vous allez comprendre. Bon, il y en a pas mal, des petits jeux à passer là-dessus rapidement. On a un MSN, on a un truc qui s'appelle Hardline, ça doit être une sorte de casse-brique, je sais pas. À vrai dire, bon, on va pas les tester ces jeux-là, hein, c'est pas ce qui nous intéresse de toute façon. On a la BBC News, Fox News, donc on peut un petit peu savoir ce qui se passe dans le monde, essentiellement aux États-Unis, puisque c'est des chaînes américaines. Encore que BBC, je suis pas sûr, c'est pas anglais ça plutôt, enfin bon, peu importe. On a donc les émulateurs, c'est surtout ça qui nous intéresse, NES, Mega Drive, Nintendo 64, pardon, Game Boy Advance et MAME Arcade. Sur la page suivante, on a le widget du lecteur audio, la galerie de photos, dans laquelle on peut voir notamment la photo qu'on vient de prendre. Apparemment, oui, il y a des petits films aussi, hein, puisque pour pouvoir un petit peu tester la console, j'ai stocké quelques films dedans, on verra bien ce que ça donne. Donc ça c'est la photo qu'on a prise à l'instant. On peut déjà voir qu'elle est vraiment pas grande, forcément c'est du 0,3 mégapixels, donc après normalement je dois pouvoir zoomer dessus, mais ça ne veut pas, je sais pas pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Ah d'accord, c'était pas chargé. Donc vous voyez que le multitouch fonctionne, hein, je peux zoomer en écartant les doigts, donc ça c'est quand même assez agréable, puis c'est plutôt réactif, hein.
pour du résistif, c'est vraiment tout à fait sympathique. Voilà, donc on va sortir de la galerie, on s'en fout. App Installer, ça vous permet d'installer des APK que vous auriez stockés sur la carte mémoire. Vous avez un file browser, donc qui vous permet d'explorer la carte mémoire. Settings, c'est le panneau de conf qu'on a vu tout à l'heure. Et calendrier, c'est le calendrier stock Android qui vous permet notamment de prendre vos rendez-vous. Et voilà, après sur le 5e écran, il n'y a rien. Bien, donc avant de commencer à essayer les émulateurs, on va essayer un petit jeu sur la console. On va en prendre un qui permet un petit peu de se rendre compte de la qualité du tactile. Et puis peut-être aussi qu'on va jouer à un jeu qui utilise un peu la 3D après. Donc allons-y pour Fruit Ninja. Fruit Ninja utilise déjà la 3D, hein. Mais évidemment à un niveau beaucoup plus humble, on va dire, que certains jeux plus performants. Mais je vais pas m'amuser à essayer d'installer GTA là-dessus, hein. C'est pas le but de la vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui, on va essayer quand même de se focaliser essentiellement sur ce qu'on peut faire en termes d'émulation. Fruit Ninja, voulez-vous installer? Alors voilà comment les concepteurs ont contourné la loi. En fait, le jeu n'est pas installé, il n'est pas préinstallé dans la console, vous avez juste l'APK et un raccourci vers l'APK. Et c'est vous, en fait, qui prenez la décision de l'installer ou pas. Fruit Ninja, je peux y aller, puisque je possède une licence, je l'ai acheté sur ma tablette et sur mon smartphone. Donc, on va pouvoir jouer à celui-là. Air Attack aussi, j'ai acheté une licence, donc je vais essayer ces deux-là, hein. L'installation du jeu est un petit peu longue. Ah voilà, ça y est, c'est fait. Pourtant, Fruit Ninja, c'est pas un jeu très volumineux. Voilà, donc après, j'imagine qu'il faut que je rappuie dessus pour jouer. Ouais, c'est ça. Donc ça a l'air d'être une vieille version de Fruit Ninja, hein. Un petit peu baisser le son. Voilà, le son est de bonne qualité, puis il sort assez fort. C'est plutôt une bonne chose. Ok, donc à un doigt, il n'y a pas trop de problème. C'est précis, c'est réactif, c'est sympathique. À deux doigts, la précision est déjà nettement moins bonne. Vous pouvez voir que ça ondule un peu, alors que moi personnellement, j'ondule pas mes doigts, mais quand même, ça reste relativement précis. Et alors à trois doigts, puisque c'est supposé être un écran 3-touch, on voit bien que c'est intermittent et pas précis du tout, hein. Donc oui, la console détecte 3 points de tactile, mais ça reste quand même assez imprécis. On voit bien ici les limites du résistif. Mais à un ou deux doigts, par contre, il n'y a vraiment pas trop de problèmes à déplorer, donc ça devrait être suffisant. D'autant plus que, bon, évidemment, quand vous achetez cette console, c'est plus pour jouer aux émulateurs grâce au contrôle sur les côtés que pour jouer à des jeux Android de base, hein. Bon, donc voilà pour Fruit Ninja, on va revenir à l'accueil. Alors on va essayer un jeu qui utilise un petit peu plus la 3D. Allons-y pour Air Attack. On va l'installer aussi. Donc il n'y a que des APK, hein, les jeux n'ont pas été préinstallés, hein. Hop là, bon j'ai fait un petit jump cut parce que ça prenait quand même pas mal de temps à s'installer. Donc allons-y, on va le lancer. Donc, ce jeu là se joue en mode portrait, ça nous donne une bonne occasion de voir un peu comment se comporte la console dans ce mode là. Allons-y. Ça va aussi nous permettre de bien tester le tactile, puisque ce jeu-là nécessite de beaucoup glisser le doigt sur l'écran. Bon, bah c'est fluide, hein. Les petits accros quand même. Mais bon, le jeu vient de démarrer, on va lui laisser quelques instants pour prouver sa valeur. C'est vraiment pas mal, hein. La 3D est propre, fluide. Donc encore une fois, une bonne surprise. En même temps, bon, la puce Mali 400 est quand même réputée pour être une bonne puce 3D, donc c'est pas tellement surprenant. Non, franchement, pour le moment, pas de grosse déception, hein.
Le moins qu'on puisse dire, c'est que la console tient toutes ses promesses. Hop. D'ailleurs, l'interface pivote aussi, ce qui prouve qu'on est bel et bien sur un Android tablette et non pas smartphone. Pourtant, dans les paramètres, il y avait la possibilité de choisir le réseau GSM, mais évidemment, ça marche pas derrière, le voyant n'apparaît jamais. Alors, un petit mot sur la sensibilité Wi-Fi, elle est pas mal. Elle est, disons, un cran en dessous de celle de mon smartphone, donc je m'attendais à pire. Peut-être c'est la présence du Wi-Fi N qui permet à la console de bien s'en sortir. Alors maintenant on va tester ce qui nous intéresse le plus, les émulateurs. Alors je vais pas tous les faire parce que en fait ils sont tous relativement similaires. On va essayer un 16 bits, un 64 et puis MAME en 32 bits. Donc allons-y. Alors hop, tiens, c'est un Sonic. Tout le monde connaît Sonic je pense. C'est pas méga fluide déjà. Première mauvaise surprise. Il y a des à-coups toutes les 3 secondes. En plus, alors l'émulateur se met en plein écran. Je suis allé farfouiller dans les options avant de faire le tournage. Et il n'y a aucun moyen de le mettre en 4 tiers. Donc ça c'est très dommage parce que la Mega Drive c'était pas une console qui affichait du 16/9. Du coup tout est aplati. Et j'ai pas réussi à éliminer cette espèce de saute de l'image, même en baissant le framerate, ça continue à le faire. Donc je pense que c'est pas vraiment la console là qui a des faiblesses, je pense plutôt que c'est l'émulateur qui est très mal optimisé. Donc on essaiera en mettant un autre émulateur ensuite. On va passer à celui de la N64. Donc déjà, bon, la NES, je vous le cache pas, c'est fluide, évidemment c'est que du 8 bits, mais même problème, on est en 16/9. Allons-y pour la N64. Alors la N64, je crois que c'est le seul émulateur du lot où on peut se mettre en 4 tiers. Alors c'est Mario 64, parce que c'est le plus connu. Alors, je sais pas pourquoi il s'est contenté de se déplacer. Allez, vas-y. Voilà, bon je vais peut-être le mettre en 4 tiers, donc comme ça vous allez voir les menus des émulateurs inclus un petit peu. Donc on va dans réglages, hop, audio et vidéo, et là je peux mettre, voilà, stretch, je le désactive. Voilà, donc là je suis en 4 tiers, ça n'est plus déformé. Donc évidemment là, l'absence de joystick analogique se fait cruellement ressentir, puisque même en me servant du stick, c'est pas évident de faire preuve de précision. Enfin, on s'en sort quand même, mais c'est quand même pas GG, quoi. Bon, je vous laisse juger un petit peu de la fluidité sur l'intro. Là, ça rame un peu. C'est pas super fluide, mais étonnamment, c'est limite mieux que la Mega Drive. Je sais pas si c'est parce que la puce Mali 400 accélère la 3D. Possible. Essayer de jouer un petit peu quand même. Je vais reprendre la croix directionnelle parce que avec le stick, comme c'est pas un vrai stick, c'est l'horreur. On va juste se balader un petit peu dans le jardin du château, c'est juste pour voir un peu le rendu des performances. Il y a des petits bugs d'affichage, l'ombre de l'arbre là par exemple. La 3D est relativement fluide, c'est pas du 100%, mais enfin c'est jouable. C'est jouable.
La répartition des touches est plutôt pas mal. Donc là, c'est une bonne surprise. Bon, bah on va essayer MAME. Pour finir, hop. Donc MAME, c'est un émulateur 32 bits pour borne d'arcade. Tiens, on va prendre un King of Fighter. C'est un jeu qui est assez demandeur en termes de 2D. S'il veut bien le lancer, oui. Ah non, il s'est pas lancé. Bon, on va refaire un essai. Y arrives-tu? Lance mon jeu. Alors, va-t-il y arriver? Oh, ça m'a l'air pas mal. Alors, toujours la même remarque sur l'aspect ratio de l'écran. Il faut appuyer sur Select pour mettre une pièce, puisqu'en fait, même étant un émulateur de borne d'arcade, vous ne pouvez jouer que si vous avez mis une pièce virtuelle. Donc pour ça, il faut appuyer sur Select. C'est pas une mauvaise idée. Bon, alors on va choisir un personnage. Il faut d'abord choisir un mode. Bon, n'importe, Advance, allons-y. Moi, King of Fighter, j'aime bien jouer avec Mai Shiranui. Parce qu'on voit Sennibar se promener pendant qu'elle est en train de se concentrer sur une attaque. Ça le fait bien. Regardez-moi ça. Wow. Allez, on s'en fout de tout ça. Ce qu'on veut, c'est voir le jeu tourner. C'est pas évident de jouer à un jeu de baston déjà parce que la croix directionnelle est pas super géniale et en plus je suis en train de filmer en même temps. Alors c'est bizarre, ils ont mis les coups de poing en bas sur les deux boutons du bas, vous voyez, et les coups de pied sur les deux du haut, pas très logique, il aurait mieux valu faire l'inverse. Mais par contre c'est super fluide, excellente surprise. Donc ce qui prouve bien que la console devrait être capable de faire tourner à peu près toutes les consoles qu'on veut fluides, quoi. C'est sûrement les émulateurs qui sont mal optimisés. Alors, évidemment, il suffirait théoriquement d'aller les télécharger, les nouveaux émulateurs, et on serait tranquille. Sauf que, quand vous allez sur le Play Store, car oui, le Play Store est installé sur cette machine, il faut que je vous montre ça. Où est-ce qu'il est? Ici, hop. Le Play Store est installé sur cette machine, mais il est totalement vide. Il est totalement vide. Donc là, je vais ajouter un compte, et puis je vais vous montrer. Et vous allez voir, en fait, il doit y avoir à peine une centaine d'applis, alors que normalement, il devrait y en avoir 700 000. Et en fait, c'est parce que le nom de la console est inconnu au bataillon sur le store, et donc vous n'avez que les applications qui sont compatibles avec 100% des appareils Android qui apparaissent. C'est-à-dire une grosse centaine d'applications, pas plus. Donc, on va contourner ce problème-là, mais d'abord, je vais vous montrer en ajoutant un compte. Ok, donc voilà, là je suis connecté sur le store et comme vous pouvez le voir, bon, j'ai toutes les catégories, ça c'est pas un problème. J'ai les applications suggérées, c'est vide, il n'y en a qu'une. Et voilà ce que j'ai en top payant, 2 applis. En top gratuit, 3 applis. Et en les plus rentables, une seule appli. Et c'est tout. Et en fait, si on farfouille un peu, on peut en trouver une petite centaine, mais clairement là on est méga limité par la ROM de la console et en particulier par son nom. Donc il va falloir bidouiller un petit peu. Donc c'est ce que je vais faire dans la deuxième partie de la vidéo. Je vais router la tablette, modifier quelques petits paramètres pour que nous puissions avoir accès au catalogue Android et donc aux émulateurs un peu mieux optimisés. Et donc dans la deuxième partie de la vidéo, on verra vraiment ce que cette console a dans le bide en installant les logiciels nécessaires et en faisant en sorte de lui faire un petit peu cracher ses tripes. Le laptop maudit va-t-il enfin nous dévoiler tous ses secrets? Donc comme vous pouvez le constater, j'ai réussi à mettre la main sur l'adaptateur secteur officiel de ce truc. C'est le bon, avec le bon embout direct.
sans avoir besoin de traficoter un truc universel. Petit voyant de témoin de fonctionnement. Petite pastille ROHS. Et puis en plus, j'ai aussi obtenu la housse officielle. Elle est vraiment très très juste en taille d'ailleurs. Ils ont été vraiment peu généreux là-dessus. Ça rentre de justesse. Hein. Donc, comment ai-je obtenu cette housse et cet adaptateur ? C'est une histoire absolument fascinante. D'ailleurs, le mieux, c'est que je vous la montre en image. Vous allez voir, c'est certainement l'histoire la plus incroyable que vous ayez jamais entendue de votre vie. Bon alors, c'était pas l'histoire la plus incroyable que vous ayez jamais entendue de votre vie, franchement, sérieusement. Ouais, je savais que ça allait vous plaire. Bon alors, nous on est sous un Android 2.2, donc avec toutes les limitations que ça implique. L'écran n'est pas tactile, bien entendu. Hein. Je peux appuyer autant que je veux sur les icônes, il ne se passe rien, à part la fuite de lumière dans le haut de l'écran. On a ici un widget qui indique... ah, ça y est, il s'est mis à l'heure. Oui, parce que j'ai mis le Wi-Fi, donc il est allé télécharger, je pense, les infos sur Internet. Enfin, j'ai récupéré l'heure, mais pas la météo. Normalement, je dois avoir la météo dans les cases, là, à droite, mais enfin, peu importe. Donc déjà, qu'est-ce qu'on peut dire comme ça sur le premier écran ? Bon, il y a les applications de base, il y a le navigateur web, Skype, MSN sont déjà préinstallés. J'ai rien installé encore moi-même. Hein. Et puis alors, il y a le market Android. Donc ça, c'est plutôt une bonne surprise. Ça veut dire qu'on pourra télécharger des applications, même s'il faudra quand même faire preuve d'une patience angélique, parce que malheureusement, la sensibilité du Wi-Fi est vraiment pas terrible. Ça a l'air de pas trop mal capter quand on regarde ici le voyant. Mais en réalité, dès qu'on essaye de télécharger quelque chose, c'est la croix et la bannière, quoi. Alors en appuyant sur les flèches directionnelles, je passe d'un bureau à l'autre et je sélectionne les applications, mais en réalité, tous les bureaux sont vides, à l'exception de celui du centre. Donc après, j'imagine que je peux aller comme ça accéder aux icônes ici, mais comme c'est pas tactile, je sais pas exactement trop comment on fait. Quand j'appuie sur le bouton Windows, ça ouvre en fait le menu. Mais c'est pareil, comme c'est pas tactile, je vois pas bien l'intérêt. Je peux toujours sélectionner avec les flèches, hein, mais bon, c'est assez limité quand même. Ah, ça y est, tiens, j'ai réussi à aller dans la barre latérale, je sais pas trop comment j'ai fait. Alors, on va essayer de voir, voilà, l'intégralité des applications installées. Donc on a agenda. Ah si, j'avais réussi à installer quand même ça, c'est vrai, un petit économiseur d'écran. Celui-ci c'est moi qui l'ai installé, par contre tout le reste est d'origine. Ah non, je dis des bêtises. J'ai installé des petites choses. J'ai mis un petit jeu de Tetris. Qu'est-ce que j'ai réussi à mettre d'autre ? Je sais plus. Je crois que c'est à peu près tout. J'ai voulu essayer de mettre un jeu et un fond d'écran dynamique. Alors on va essayer de mettre le fond d'écran. On va revenir là. On va aller dans l'accueil. On va aller dans fond d'écran. On va choisir fond d'écran. Et ouais, c'est bien ce que je pensais. Les fonds d'écran animés sont pas pris en charge. Donc de toute façon, on ne peut pas les mettre. J'ai royalement perdu mon temps. Youpi. Donc ça c'est la première déception. Pas de fond d'écran dynamique. Apparemment, je pense que c'est un bridage qui a été fait parce que le processeur est vraiment trop juste. Est-ce que je peux lancer mon petit jeu ? Alors allons-y, on va essayer. Donc je vais essayer de retourner dans ma barre latérale. Je sais pas comment j'ai fait tout à l'heure. Je crois qu'il faut accéder au menu, puis remonter ensuite. Ah, je crois que j'y étais, puis que bêtement, je suis parti. Ouais. Je sais pas trop comment on fait. Bon, voilà. J'arrive à peine à accéder là. Évidemment, sans navigation tactile, Android est un énorme foutoir. Hein. Alors, par contre, oui, chose quand même intéressante, je peux utiliser le pointeur. Donc, je peux à peu près faire tout ce qu'on ferait avec un écran simple touch. Ça limite un petit peu les possibilités, mais enfin, ça permet quand même de faire des choses. Alors, voyons voir si mon Tetris peut fonctionner. A priori, je pense qu'il va se lancer en mode vertical. Ah. L'écran a un contraste tellement merdique que dès qu'il devient sombre, je peux plus rien faire. Alors, vous remarquerez que ici en haut, les graphismes débordent de l'écran. Et bien sûr, je ne peux pas appuyer sur les contrôles.
Donc je peux peut-être le faire à la souris. C'est pas évident parce que les contrôles sont inversés. Non, il se passe rien du tout. Peut-être en faisant start là-haut. Il m'a inversé les contrôles quand c'est passé en vertical. Vas-y. Non, je peux même pas cliquer sur start. Il se passe rien du tout. Donc, bah, vous comprenez tout de suite quel est le plus gros défaut de ce netbook. Hein. C'est de pas... avoir d'interface tactile et donc de pas pouvoir utiliser Android à sa juste valeur. J'imagine que pour faire de la bureautique ça peut suffire, mais voilà, pour... Alors en plus là, cet enfoiré il m'a laissé l'écran en vertical, donc je suis bien dans la merde. Bon, j'aurais bien aimé pouvoir lancer un petit peu de bureautique. Est-ce qu'il y a moyen de remettre l'écran dans le bon sens? Faut que j'aille cliquer là-haut, je pense. C'est pas évident. Voilà, je crois que c'est ça. Voilà, je suis dans le bon sens à nouveau, on va y arriver. Ok, super. Donc ici, on a un navigateur web. On va essayer d'aller sur un site. Donc évidemment, vous n'aurez pas droit au flash. Hein. D'abord parce que sur Android 2.2, si, je crois que sur Android 2.2, c'est pris en charge. Mais par contre, le processeur de cet ordinateur, n'étant qu'un processeur extrêmement limité, Flash sera pas pris en charge. C'est un ARM6 et il faut avoir au moins un ARM7. Alors, je sais pas pourquoi il me fait apparaître l'écran tactile sur l'écran, ça n'a aucun sens puisque bah, l'interface tactile est désactivée. Donc je vais taper n'importe quoi. Sur quel site peut-on aller avec un laptop Android? Apple. Bon, les pages ont l'air de charger plutôt vite. Ça c'est plutôt une bonne surprise. Bon, je sais pas pourquoi il veut plus cliquer. Vas-y. Clique, clique. Ah, ça y est, je crois que ça charge. C'est quand même pas super rapide, mais c'est gérable. Ça s'affiche. Ça va venir. Dans 1 heure. Ou peut-être 2. Peut-être même 3. Pour le moment, j'ai un écran blanc. Bientôt les graphismes. Attention. Oui. Non. Peut-être. Éventuellement. Un jour ou l'autre.